Steven Le Yarrick. Steven Le Yarrick. Steven Le Yarrick. J'ai 32 ans, je suis un ancien cycliste élite. C'est juste en dessous du niveau pro, mais c'était mon métier quand même. Après avoir parcouru une trace considérée comme la plus haute et la plus difficile de l'Himalaya, je m'apprête maintenant à relier Paris à Dakar. Au programme, un défi personnel. Seul au monde, seul au monde. 5622 km en 20 jours. C'est près de 2 fois la distance du Tour de France dans le même temps. Mon but, battre un record de vitesse en me confrontant aux températures élevées du Sahara qui peuvent rendre dingue. Là, je deviens barjot là. Si je m'expose à des conditions aussi extrêmes, c'est pour alerter sur le réchauffement climatique. Ce grand projet, je le prépare depuis des mois et je l'ai baptisé la route de la chaleur. Ce matin, sur l'esplanade du Trocadéro, des journalistes et des proches sont venus assister au départ de mon nouveau challenge. C'est parti pour une course contre la montre dont je rêve depuis des années. Je vais tenter de traverser la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal en un temps encore jamais réalisé. Pourquoi tenter un tel exploit sportif? Pour assouvir un rêve un peu idéaliste, attirer l'attention sur l'état de la planète, tout particulièrement en Afrique. J'entame la première étape de ce Paris-Dakar, direction le sud. Ces routes, je les connais bien, ça fait 25 ans que je les pratique. Vous allez bien? Ouais, ça va, ouais. Je vais jusqu'à Dakar et vous allez jusqu'à où? Saran. Les guerriers. Et ça le vélo. Je viens de retrouver Rémi. Cette course contre la montre vers Dakar, j'ai décidé qu'elle serait participative. Grâce à un système de géolocalisation et aux réseaux sociaux sur mon téléphone, des milliers de personnes vont pouvoir me suivre au quotidien et interagir avec moi. Voilà, on est sur les quais à Bordeaux avec Laurent qui est venu me chercher en pleine nuit hier. Je suis parti pour pédaler entre 10 et 17 heures par jour. Pour certains, c'est inhumain. Pour moi, c'est très dur mais faisable. Aujourd'hui, je ne tiendrai peut-être pas 17 heures. La météo m'en fait baver. J'en ai marre de ce vent là. Il muse la carcasse, il muse le mental, putain. Col d'Ibardine. Magnifique petit col d'Ibardine, frontière espagnole. Ah, comme c'était pas assez dur d'aller jusqu'à Dakar, j'ai décidé de faire tous les petits cols du coin. Allez, j'arrive en Espagne là. 1 kilomètre de la frontière espagnole. Premier pays de passer. Cette première frontière traversée, c'est une validation mentale et physique. Parce qu'avant de partir, ma seule certitude était que je pouvais faire 350 km en une journée. Or, l'exploit est de réussir à parcourir de telles distances tous les jours pendant près de 3 semaines. J'attaque donc confiant l'étape espagnole, même si je me prends la neige dans les Pyrénées. Merci pour tous vos messages d'encouragement, les WhatsApp, les appels, les conseils, les gens qui me cherchent des logements. Ça me touche grave et ça me donne de la force, quoi. Si je me lance dans un défi aussi dur vers Dakar, ce n'est pas que pour le challenge sportif. Je voudrais aussi exposer mon corps à des températures extrêmes, comme pour montrer les conséquences de la chaleur que nous allons subir si nous ne faisons rien. Ah, je vois Dakar au loin là-bas. Je commence à le percevoir là. Steven Le Yarrick qui recolle au groupe de tête. Les 3 échappés du jour. Putain, je suis dans un état, mes amis. Je ris parce que je sens que mes jambes sont... Elles sont plus là en fait. Ce matin, j'ai une douleur au genou. Pour le cycliste, c'est le mal absolu. À chaque coup de pédale, ça cogne. Je dois en donner plus de 100 000 quotidiennement. Ça me fait peur. Allez, il faut que j'avance. Ça fait une semaine que je suis parti de Paris. Je suis à 120 km de Gibraltar. Il faut absolument que j'y sois dans 4 heures pour attraper mon bateau. La route est accidentée et j'ai le vent de face, mais je fonce.
Ah, c'est beaucoup mieux que Paris-Roubaix ici. 100 bornes. 100 putain de bornes. Et je suis dans ce putain de bateau là. Ah, c'est un genou. J'ai eu mon bateau. Deuxième frontière passée. Quelques 2500 km au compteur. J'ai presque fait la moitié du parcours. De l'autre côté, c'est le continent de mon arrivée, le continent africain. Celui aussi de mon expérience de la chaleur dans le Sahara. Je relâche un peu la pression et tombe dans les pommes juste après avoir pris la mer. 1h30 de sommeil plus tard, j'arrive à Tanger, en pleine nuit. Je dors de nouveau, mais seulement 3 heures. C'est une grave erreur de dormir si peu. Le sommeil reste le meilleur médicament pour le mental, les muscles et les ligaments. Je vais le payer très cher. Mais bon, j'ai rendez-vous avec Pierrick et Carlos, des athlètes Ironman, l'un des triathlons les plus durs du monde. Ils me suivent sur les réseaux sociaux et m'ont proposé de m'accompagner pour la première étape au Maroc. C'est avec grand plaisir qu'on essaie de faire connaissance avec quelqu'un, peut-être aussi têtu que soi-même. Et on va essayer d'aller au bout avec lui. Si vous voulez venir jusqu'au bout, venez, moi c'est avec plaisir. Aujourd'hui, il y a 330 km au programme, donc c'est pas rien, 330 km sur le vélo. Déjà une fois, moi j'ai jamais fait cette distance-là, mon maximum ça va être 220. Donc une fois ce sera bien, et lui il fait ça tous les jours. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. À peine sorti de la ville, je suis déjà sur le bord de la route et j'ai les larmes. C'est une humiliation pour moi de craquer devant eux, parce que ces athlètes connaissent particulièrement la performance, la résistance, et j'imagine qu'ils s'attendent à ce que je sois fort. Mais ce matin, c'est vraiment un enfer. Dans mon genou, ce sont des coups de couteau. Là, je suis avec mes deux cow-boys qui sont là, Carlos et Pierrick, mes anges gardiens du jour. J'ai appelé tous les kinés de mon répertoire. Les plus optimistes me donnent 48 heures. Avec une telle blessure, normalement, c'est arrêt immédiat pour plusieurs semaines. Évidemment, ça ne m'arrête pas. Je le prends comme un défi de plus. À chaque nouvelle aventure, je sais que ça va être dur. La seule chose que je ne sais pas, c'est à quel point. Je peux pas y aller, quoi. Je peux pas y aller. Tous les jours, je vais creuser ma tombe intérieure, tu vois, parce que ça va faire comme dans l'Himalaya. Je vais creuser, quoi. Je vais aller chercher loin. Tu veux qu'on essaie de te trouver genre un médecin tard à la prochaine destination? Médecin, kiné, ostéo, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. La nuit dernière, Pierrick nous a gentiment ouvert sa maison à mes deux amis vidéastes et moi. Il y a notamment Péwen, qui m'avait suivi dans ma traversée de l'Himalaya et qui filme quelques journées de mon contre-la-montre sur la route de la chaleur. C'est le moment où il faut montrer pour les fans. Comme tous les matins, c'est presque devenu un rituel. Je mets de la pommade à cuissard pour limiter les frottements entre la selle et l'assise. Il y a des douleurs qu'on préfère éviter. Si je suis prêt en 3 minutes, je viens. Ah putain. C'est cool. Autre rituel, 5 minutes de méditation. Un précieux héritage des centaines d'heures de pratique dans des monastères au Népal. Je vais rechercher l'enfant que j'étais, l'enfant qui avait des rêves. Voilà, un peu plus de 30 km. Et Pierrick va me quitter. Je vais être désormais seul pour aller jusqu'au bout. Maintenant, je ne pense pas que j'aurai d'aide de ce type jusqu'à Dakar et il m'a sauvé clairement. Bon courage, belle aventure. La solitude fait partie intégrante de ce sport. Après des milliers d'heures à pédaler seul, je commence à la connaître cette solitude. Et pourtant, j'arrive encore à la redouter. Malgré ça, le Maroc et ses paysages exotiques m'aident à m'évader. Petite surprise du jour, un expatrié, Samuel. J'ai vraiment des anges gardiens. Vous derrière les réseaux et puis des mecs comme Samuel qui me courent après avec le tracking. Ah, il est dur à trouver. Il est dur à trouver.
Bien arrivé à peine guérir. J'ai mis mon gilet jaune. J'ai mis mon gilet jaune et je sécurise. Là, il y a des mecs qui... Les paparazzi, ils me poursuivent depuis 2 jours, là. Je sais pas ce qu'ils me veulent. Je fais une pause pour dîner, et comme à chaque fois, c'est un grand moment de partage. Quand je raconte que j'arrive de Paris à vélo, les gens n'en reviennent pas. Malgré la barrière de la langue, la communication se fait plutôt facilement. Moins quand il s'agit de commander un plat sans viande. Sans être un végétarien puriste, depuis tout petit, j'ai envie de protéger les animaux. J'essaie de montrer qu'on peut pratiquer un sport intensif sans en manger. En France et dans plein de pays, la viande reste un aliment central. Malheureusement, sa production représente près de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Bonne nouvelle, via les réseaux sociaux, un ami m'a signalé la présence d'un kiné spécialiste des courses de trail de passage à Marrakech. Il va peut-être pouvoir soigner mon genou douloureux. Ça tombe parfaitement bien, je n'avais pas 1 minute ni 1 kilomètre à perdre. Mets-toi à l'aise, tu veux prendre une douche? Profitez de prendre une douche. Ah non, il me reste 200 bornes aujourd'hui là. Ça fait combien de kilomètres là jusqu'à présent? 3000. Tes 2 genoux sont enflés, mais surtout le droit. T'as pas mal d'œdème, hein? Je te fais mal à la flexion? Mais ça va. Ça va? Je pense que je suis anesthésié. T'as pas l'impression de travailler plus sur la jambe droite? Si, je suis tordu sur le vélo en fait. Ah. Je suis de plus en plus tordu jour après jour. Combien d'heures de vélo par jour? Entre 10 et 17 quoi. On va mettre en place un K-tape là sur ce genou. Ça peut te soulager Ah ouais. au niveau rotulien. Je repars soulagé, mais je m'attends à d'autres difficultés physiques. Les chaleurs extrêmes auxquelles je vais exposer mon organisme risquent de le mettre en état d'alerte. Là, il tombe sur des conditions climatiques au Maroc qui sont assez chaudes. Et les échanges cellulaires sont plus les mêmes. La circulation sanguine n'est plus la même. Ce sont des conditions sur lesquelles il faudrait que la population sache s'adapter. Donc j'imagine que la population à venir va avoir beaucoup plus de mal à s'adapter à ces conditions climatiques qui changent, je trouve personnellement, très rapidement. J'attaque à présent l'Atlas, qui marque la frontière entre la Méditerranée et le désert du Sahara. J'aurais pu longer la côte, mais j'ai décidé de détourner ma trace de quelques centaines de kilomètres pour rouler dans ce massif mythique, aussi agréable que difficile. Je mets le petit plateau et m'offre une parenthèse de méditation. C'est beau, mais ça va être long. J'ai peur hein, cette montagne. Je sais pas où on bascule là, on voit pas en plus. Ici je pense, putain. Encore 1000 mètres de D+, là. Ouais. Encore 1000 et là ça va se cabrer, là ça va devenir de plus en plus dur. Physiquement, ça devient difficile, et j'en vois pas le bout. Je suis engagé dans une montée de 80 km, l'équivalent de 4 cols du Tour de France, et j'en ai encore pour au moins 5 heures. Bon, désolé pour la vidéo floue, mais il flotte un peu. Nouvel ange gardien. Je suis avec Alain, qui vit là depuis combien? 15 ans? 15 ans, ouais. Il a planté 5000 arbres. Il cultive ses fruits, ses légumes. Il est pratiquement autonome. Voilà. Et je pédale comme le Lascar. Comme celui d'Alain, d'autres témoignages d'éveilleurs de conscience écologique ont jalonné les routes de mon parcours, notamment à la Surfrider Foundation. On a organisé une caravane éducative dans les villages pour expliquer déjà c'est quoi le changement climatique, ses causes, ses conséquences et les solutions.
Les gens ils disent que c'est la nature, c'est Dieu, s'il y a des inondations. Du coup, on vulgarise le thème. En même temps, on fait des expériences scientifiques pour que le public ait moins d'informations sur ce problème et il arrive à comprendre, sachant que la plupart de ces villageois, ils n'étaient jamais à l'école. On y est dans le Sahara. Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. J'attaque enfin le cœur de cette route de la chaleur. Plus de 1800 km dans cet univers hostile m'attendent. J'espère que mon corps ne lâchera pas. Je suis content d'y être, c'est presque un aboutissement. Malheureusement, j'en profite pas longtemps. Là, je suis coupé fort, là, je suis coupé sur 6-7 cm niveau de la selle. Et je sais que je vais me rasseoir dessus, quoi. C'est comme si vous asseyez sur un barbecue et vous savez que ça va brûler, mais vous devez y aller, quoi. Allez, j'arrête de m'écouter parler. Il fait chaud là-bas pour Brittany? Ouais. Plus chaud qu'ici, ouais. Allez, putain. Ce matin, je suis d'une maladresse qui pourrait presque ressembler à un sabordage. Je commets une erreur qui pourrait me coûter très cher. Oh putain. Oh non, putain. J'ai pas de lumière. Ouais, je suis mort. En plein jour déjà, je risque de me faire renverser à tout moment. Alors de nuit sans lumière, c'est la mort assurée. Je vais brancher le dynamo. Putain. Ah ouais. Ça va être très problématique là. Ça aura pris du temps, mais la dynamo est réparée. Le vélo est prêt à repartir. Moi, pas tout à fait. Et ben ce matin j'ai la frousse, putain. Putain, après une journée de dingue, et là je vais tenter un truc aujourd'hui et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ça va être dur. Là, c'est le plus gros défi de cette aventure qui m'attend. Cette étape sera la plus longue, avec la température la plus élevée et un passage de 180 km sans ravitaillement possible en eau. Cela peut sembler risqué, mais c'est important pour moi d'avancer sans assistance, parce que c'est ma philosophie de l'aventure. Seul ce que je trouve à boire ou à manger sur ma route m'est autorisé. Il va falloir gérer, il va falloir rationner. Il va falloir même rationaliser tout ce que je fais, chaque geste, parce que là, ça va être dur. À titre de comparaison, un coureur du Tour de France boit 10 à 15 litres d'eau durant 5 heures d'étape. Moi, faute de ravitaillement, je vais boire 2 fois moins et pédaler 2 fois plus longtemps. C'est simple, je risque de subir un important déficit hydrique. Je suis seul au monde, seul au monde. Y a rien, personne. J'étais persuadé que la route dans le désert, c'était une ligne droite. Mais pas du tout, c'est totalement désorientant. Ça tourne dans tous les sens. Je sais plus où je suis là. Je sais où je vais. Je sais plus où je suis, je sais plus où est le nord là. On vient de tourner à moitié demi-tour. C'est le bordel quoi. « 40 degrés au soleil. On y est, sur la route de la chaleur. J'ai soif, je me sens bien moins performant, mais il faut que j'avance pour ravitailler mes bidons en eau. Je pousse mon curseur au max. Je risque sérieusement de me blesser, ou alors pire, être en proie à des crises de démence.
C'est chaud, très chaud. Ça tourne. Les jambes tournent maintenant. Elles sont lourdes, mais elles tournent. Au bout du 3e jour de désert, c'était annoncé. Je perds les pédales. Qu'est-ce que je fous là? Ah putain! Ah. Putain! J'ai une espèce de crise de folie là. Je deviens fou, putain. Y'a rien quoi. Y'a rien. Là, je deviens barjot là. Je gueule tout seul et tout, putain. Ah putain! Putain, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Arrêtons de la buter, cette putain de planète, putain. Arrêtons de nous faire du mal. J'ai tout donné dans ce désert. Je suis exténué, mais c'est pas fini. J'en ai encore pour 4 jours avant d'arriver à Dakar. Arrivé à Birgandouze avec Emmanuel que j'ai croisé sur la route. Salut. J'ai été submergé par le désert pendant une centaine de kilomètres et après ça a été mieux. Voilà, demain, entrée en Mauritanie. Ça va ça? La liberté! Elle est là la liberté! Ça fait du bien d'être un peu moins seul. Par contre, il est un peu mou ce matin, quoi. J'essaie de le chauffer, mais j'ai du mal, quoi. Il n'avance pas. Je ris, mais aujourd'hui, je suis très angoissé. Pas par ma performance, ni par le désert. Là, c'est un tout autre danger qui me guette. Pour aller en Mauritanie, je dois passer un no man's land réputé dangereux. C'est une zone de non-droit sur 3 km. Ici, tout peut arriver ou presque. J'en ai entendu des histoires terribles qui se sont passées dans ce décor de fils de camions, vitres teintées, carcasses de voitures. L'ambiance est pesante. On se croirait dans Mad Max. Ne surtout pas s'arrêter, ne parler à personne, passer le plus vite possible. Le passage de la frontière aura duré 3 heures. J'y laisse Emmanuel et attaque la traversée de la Mauritanie. Je fonce pour tenter de rattraper le temps perdu à la douane, et je me rends compte que si mon effort reste difficile à fournir, mon corps s'est adapté à la cadence que je lui impose. Après 17 jours d'épreuves quotidiennes, c'est dingue, mais j'ai retrouvé mon niveau physiologique maximal. Quand j'étais plus petit, mon idée des déserts, c'était celle du Petit Prince. C'est celle-là où... Celle des dunes, à perte de vue. Celle d'un paysage absolument sec. Jaune, un ciel bleu au-dessus. Mes nouveaux amis, ils sont là. Ils cherchent le moteur là. Je leur ai dit que j'allais à Chami en 2 heures, donc ils cherchent le moteur là. C'est impressionnant, la gentillesse des gens ici. J'ai pris une leçon d'humanité. Il y en a un qui m'a pris la main et qui m'a dit « T'es mauritanien ». Ah, je me suis arrêté dans un village avec des pêcheurs. Ils sont en train de manger. Merci. Hein. Ils sont hyper gentils, ils m'ont bien aiguillé. Ils m'ont nourri. Je fais ma dernière partie de course dans le désert. Depuis ce matin, c'est la fournaise. Je sens bien que je suis dans le Sahara, l'épicentre de la chaleur sur Terre. J'ai jamais eu aussi chaud. Allez, dans 100 km, j'arrive à Nouakchott. Putain! J'adore ce projet! Il y a une voiture qui se met en travers et je vois un occidental en chemise au volant avec le sourire et tout. Il ouvre la porte et il me dit putain, j'ai un pote des États-Unis qui me tanne depuis plusieurs jours. Il me dit il y a un mec qui arrive à Nouakchott. C'est un grand malade, il faut que tu le vois. Il faut que tu l'aides. Là, il m'a proposé de manger et dormir chez lui. C'est Nouakchott. Il y a 10 ans, je savais même pas où c'était sur une carte, quoi. Nouakchott. Il est 4 h du matin, je repars de chez Fred. Je fonce pour attraper le bateau à Rosso et passer au Sénégal. J'ai 3 heures pour y arriver et c'est pas gagné. Je sens que ça va être dur. Les pistes mauritaniennes sont très abîmées. Je craque.
ça fait 4 heures que je prends de la flotte. On me le donne pas, ce Paris-Dakar. Allez, j'espère que le vélo va tenir. Moi, je vais tenir. J'ai le mental, j'ai la tête, j'ai les jambes. J'arrive à la fin des routes de Mauritanie. Ce pays aurait été jalonné de surprises, jusqu'au bout. C'est assez drôle, il y a un gendarme qui m'a vu sur France 24 et maintenant je suis sa star. Il est parti me chercher de l'eau et des gâteaux. Il arrive, il arrive. J'en ai rêvé de ce moment. J'arrive enfin au Sénégal. Je pense à ces pionniers de l'aviation qui ont inspiré mon voyage. Pierre-Georges Latécoère, qui dès 1918 imagine une ligne aérienne reliant la France au Sénégal, en passant par l'Espagne et le Maroc. Je pense aussi à ces grands pilotes, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, qui ont fait de ce rêve de Latécoère une réalité. Sénégal, on y est. On y est enfin. C'est vert, c'est beau quoi. Ça va, chef? Alors maintenant, je vais savourer. Voilà, t'es fort, hein? Ouais, il est revenu. Pour aller vers Saint-Louis, ma carte m'indique une route, mais des locaux me conseillent un autre itinéraire. Putain, le vent est pas bon, quoi. Le vent est pas bon du tout. J'espère qu'on a fait le bon choix, quoi, parce que... Je doute de mon choix parce que selon mon GPS, au bout de ce goudron, c'est une piste. Et si c'est ça, ça va pas être possible. Faut prier, quoi. Apparemment, au lac de Guerre, après, il y a du goudron. Mais c'est comment? C'est pourri, tu sais pas? Il n'y a pas mieux que ça? Après le lac de Guerre, ils disent que... C'est pas de la terre, c'est du sable. Ah ouais? Pour la première fois de ce projet, vous savez ce que j'ai fait là? J'ai fait demi-tour. Si vous avez l'impression que je chipote, essayez juste 50 mètres à vélo sur du sable, c'est l'enfer. D'ailleurs, avec tout le sable que j'ai déjà pris dans le désert, je vais quand même nettoyer et graisser le vélo. Parce que ça fait 5000 km que je roule avec une chaîne prévue pour 3000. À ce stade, un grain de sable pourrait la casser. Le cyclisme reste un sport technique avec des pièces d'usure. À tout moment, ça peut lâcher. Après le passage au stand, je regagne le goudron. Et entre deux villages, je tombe sur une immense poubelle à ciel ouvert. C'est une folie, quoi. Voilà. Et là, il y a des gens qui travaillent dedans, quoi. Comme au Népal, comme partout, comme au Maroc. Et il y en a qui meurent dedans, quoi. Putain. Je viens d'apprendre que les États-Unis d'Amérique ont envoyé 3000 tonnes de déchets plastiques entre janvier et mars 2019, alors que le Sénégal a déjà ses propres déchets plastiques qu'il a du mal à recycler. J'imagine que c'est pas aussi simple, que ça fait peut-être partie d'un échange commercial dont le pays aurait besoin, étant l'un des plus pauvres au monde. Mais je suis écœuré. En fait, j'ai vu ça en Mauritanie déjà, mais là, c'était un niveau interstellaire, quoi. Un champ de plastique, quoi. Un champ de plastique, et là, carrément des cochons qui mangent le plastique, quoi. Qui essaient de réduire les dégâts de l'homme, quoi. Et ça, c'est que du plastique. Il n'y avait que des merdes, quoi. Que des conneries. Voilà. Là, il n'y a que du plastique, là. Des sacs, des bouteilles. Mais ça, c'est pas les gens, hein. C'est même pas une question d'éducation, parce que si on explique aux gens, c'est juste, s'il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de ça, quoi. Premier responsable, c'est ceux qui produisent. Si on produit plus de bouteilles en plastique, il n'y en aura plus, quoi. Malgré cette pollution, le Sénégal, ses teintes de vert, de rouge et sa lumière si particulière, c'est magnifique. 5 h du matin, dernier jour, Steven nettoie ses chaussures. Ouais. C'est important d'avoir des belles chaussures à Dakar. J'ai presque pas dormi,
Et pourtant, je me sens de plus en plus fort. Même si j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est pas encore fini. Putain, c'est une émotion de dingue là, 150 bornes. 150 bornes quoi. Putain, j'en ai bouffé 5700 bornes j'ai mangé. Et là, je suis à 150 bornes. J'ai envie de me faire plaisir, là. Je crois que je vais prendre une glace. Je vais lâcher là. C'est toi plaisir. J'ai quand même fait gaffe tous les jours, mais... Là c'est bon, je peux lâcher. Dans les faubourgs de Dakar, j'ai mon escorte. C'est la classe, non? J'ai fait un live sur une radio aujourd'hui, du coup, ils ont tous été prévenus. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai un accueil de dingue à Dakar. La route en est même bloquée. Trop heureux là. Tellement touché. Allez hop. Là j'ai 8 ans quoi. Cette joyeuse escorte m'accompagne jusqu'à l'immense statue de la Renaissance africaine. Bon, pour me présenter brièvement, j'étais un ancien cycliste d'un bon niveau, cycliste élite en France. Et un jour, j'ai tout arrêté pour aller au bout de mes rêves d'aventure. Et là, je viens de faire de Paris à Dakar en 20 jours. Moi, m'exposer dans le show extrême, c'est ma manière à moi de montrer que notre monde n'y va pas forcément bien. Le réchauffement climatique, il est existant à cause de la production, à cause de la surproduction, à cause de plein de choses qui arrivent aujourd'hui en Europe, mais ici aussi. Et du coup, j'ai traversé 5 pays pour montrer ça. J'ai appelé ça la route de la chaleur. Et je suis allé du plus au plus chaud. Et hier, j'ai eu très très chaud ici. J'ai eu... La suite, c'est Antarctique, Arctique, désert de Gobi, désert d'Atacama, désert de Simpson en Australie. Puis je reviendrai à Dakar, j'étais invité par tout le monde. Il n'y a pas un moment où vous avez failli laisser tomber? Ah, laisser tomber jamais. Mais j'ai craqué tous les jours. J'ai pleuré tous les jours. Tous les jours, j'ai pleuré. Voilà. C'est ça la dimension de l'homme. C'est on a le droit de craquer, mais on lâche pas quoi. On lâche pas tous les jours, on lâche pas. Mm-hmm.